La pluie martelait les baies vitrées du 81e étage, mais à l'intérieur de l'immense bureau de Manhattan, le silence était suffocant. Elle fit glisser le stylo plaqué-or sur les documents de licenciement impeccables. Elle laissa une unique et discrète tache de larmes près de sa signature. Il lui tournait le dos, un titan de l'industrie et le roi incontesté de la pègre. Il avait la mâchoire serrée, refusant de la voir partir. Il pensait laisser sa brillante assistante partir pour épouser un civil. Il ne savait pas qu'elle portait son unique héritier. 6 années de silence étaient sur le point de voler en éclats, et l'enfer absolu allait suivre. Sylvia Hayes fixait les 2 lignes roses sur le bâtonnet en plastique. La lumière crue du néon des toilettes de l'entreprise bourdonnait au-dessus d'elle comme un essaim de frelons en colère. Ses mains tremblaient violemment, le plastique cliquetant contre le comptoir en marbre. Ce n'était pas possible. C'était une anomalie statistique, un échec de la médecine moderne. C'était une blague cruelle d'un univers qui lui en avait déjà trop demandé. Mais les lignes restaient là, flagrantes, indiscutables. Elle était enceinte, et le père était Dominic Rousseau. Pendant 3 ans, Sylvia avait été l'ombre derrière le trône de Rousseau Freight and Logistics. Sur le papier, c'était un empire du transport maritime de plusieurs milliards de dollars, dominant la côte Est. En réalité, c'était la façade blindée du syndicat Rousseau, la famille criminelle la plus impitoyable de New York. Dominic en était l'architecte et le bourreau. C'était un homme fait d'angles vifs, d'une froideur calculatrice et d'une autorité magnétique dangereuse. Sylvia était son bras droit, la seule personne autorisée à voir les comptes derrière les comptes. Elle était celle qui anticipait ses gestes avant même qu'ils ne les fassent. Elle n'avait jamais franchi la ligne. Pas avant la nuit du gala à Chicago, quand une tentative d'assassinat d'un syndicat rival avait laissé Dominic en sang dans une planque. Et Sylvia? Et Sylvia, fonctionnant à l'adrénaline pure et à la terreur refoulée, lui avait elle-même recousu l'épaule dans la pénombre de cette pièce sécurisée. L'adrénaline s'était transformée en quelque chose de désespéré et de dévorant. Pour une nuit, les barrières s'étaient dissoutes. Puis le matin est arrivé. Les murs se sont relevés, plus épais et plus froids qu'avant. 2 semaines plus tard, Dominic annonça ses fiançailles avec Vivian Castillo, la fille vicieuse et couverte de diamants du cartel Castillo. C'était une alliance tactique, une fusion de sang et de territoire. Il n'y avait pas de place pour les sentiments, et il n'y avait certainement pas de place pour une assistante enceinte. Sylvia posa une main sur son ventre plat. Si les Castillo découvraient qu'elle portait l'enfant de Dominic, ils la massacreraient. Si les propres rivaux de Dominic l'apprenaient, son enfant deviendrait un moyen de pression, une cible avec une prime permanente sur sa tête. Et Dominic était un homme de devoir. Il prendrait l'enfant, l'enfermerait dans une cage dorée pour la protéger, et épouserait Vivienne quand même pour sécuriser son empire. Elle serait une prisonnière, et son bébé serait élevé dans un monde de verre par balle et d'argent du sang. Elle jeta le test dans la poubelle pour déchets biologiques, s'aspergea le visage d'eau glacée et sortit des toilettes. Le bureau de Dominic était un espace caverneux fait d'acajou sombre et d'acier brossé. Il se tenait près de la fenêtre, un verre de liquide ambré à la main, observant l'horizon de Manhattan comme s'il calculait comment le démanteler. Il ne se retourna pas lorsque les lourdes portes en chêne se refermèrent derrière elle. « Les cargaisons Castillo sont autorisées pour Miami », dit Sylvia, sa voix étrangement calme, bien que son cœur martelât ses côtes. « Bien, » répondit Dominic, sa voix de baryton vibrant dans la pièce silencieuse. Il se tourna enfin. Ses yeux, de la couleur de l'obsidienne broyée, se plantèrent dans les siens. Ils étaient perçants, analytiques, ne manquant rien. « Tu as l'air pâle, Sylvia. »« Je n'ai pas bien dormi. » Elle esquiva avec aisance. Elle s'avança, posant une épaisse enveloppe couleur crème sur son bureau. Ce n'était pas un manifeste d'expédition. C'était un accord de départ standard, rédigé à la perfection. Le regard de Dominic tomba sur l'enveloppe, puis revint sur son visage. Un muscle tressaillit sur sa mâchoire. « Qu'est-ce que c'est? »« Ma démission, » dit Sylvia, se forçant à maintenir le contact visuel, avec effet immédiat. L'air dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Dominic ne toucha pas l'enveloppe. Il s'approcha d'elle d'un pas menaçant, jusqu'à ce que l'odeur de son parfum, bergamote et bois de cèdre, submerge ses sens. Il la dominait de sa hauteur, dégageant une menace silencieuse et terrifiante. « Explique, » exigea-t-il doucement.
J'en ai fini, Dominique, mentit-elle, gardant sa voix stable. 3 ans, c'est assez, je suis épuisé. Les heures, le stress, la nature de tes vraies affaires. Je veux partir. Tu savais ce que c'était quand tu as signé, rétorqua-t-il en se rapprochant. Tu es mieux payé que n'importe quel cadre dans cette ville. On ne me quitte pas comme ça, Sylvia. Je m'en vais, insista-t-elle, la gorge nouée. Il lui fallait un coup de grâce, quelque chose qui le ferait la laisser partir sans se retourner. Je suis fiancé. Dominique se figea. Le silence qui suivit fut assourdissant. Fiancé, répéta-t-il, le mot sonnant étranger, presque venimeux sur sa langue. À qui? Un homme que j'ai rencontré à Boston, inventa-t-elle, son esprit s'emballant. Un architecte, c'est rapide, je sais, mais nous déménageons à Londres. Il n'est pas au courant de tout ça, et je veux que ça reste ainsi. Je veux une vie normale. Dominique la fixa pendant une longue, angoissante minute. Il cherchait sur son visage un signe, un tremblement, un mensonge. Sylvia se força à penser au bébé. Elle canalisa toute sa terreur dans sa posture, se tenant droite et résolue. Lentement, le feu dans les yeux de Dominique s'éteignit, remplacé par un froid glacial et impénétrable. Il lui tourna à nouveau le dos, marchant vers le bureau. Il prit son stylo-plume plaqué or. « Je ferai tripler l'indemnité de départ, dit-il, sa voix totalement dépourvue d'émotion. Un accord de non-divulgation est déjà lié à ton contrat. Enfreins-le, et il n'y aura pas un coin de Londres où ton architecte pourra te cacher. Je comprends, murmura-t-elle. Il signa le papier de traits vifs et rageurs. Il le poussa sur le bureau. Sylvia s'avança, sa main tremblant en prenant le stylo. Une seule larme s'échappa, chaude et rapide, atterrissant sur le parchemin épais près de la ligne pointillée. Elle griffonna rapidement son nom, signa son renvoi et se sépara du seul homme qu'elle ait jamais aimé. « Au revoir, Dominique, » dit-elle doucement. Il ne répondit pas. Il ne la regarda pas sortir du bureau, les lourdes portes se refermant avec un bruit sourd et retentissant. À la tombée de la nuit, Sylvia Hayes avait effacé son empreinte numérique, était montée dans un bus Greyhound en direction du sud et avait disparu dans la nature. 6 ans plus tard, la chaleur côtière de Charleston, en Caroline du Sud, était épaisse et clémente, bien loin des vents mordants d'un hiver à New York. Ici, la vie s'écoulait avec une douce lenteur. Sylvia, désormais connue sous le nom de Nora Bennett, était assise à son modeste bureau en acajou dans l'arrière-salle de Bennett Financial Consulting. C'était un petit cabinet de comptabilité réputé, niché au-dessus d'une boulangerie sur King Street. L'odeur des pâtisseries fraîches montait à travers le plancher, une senteur réconfortante et domestique qui l'ancrait dans sa nouvelle vie. « Maman ?» Sylvia leva les yeux de ses 2 écrans. Dans l'embrasure de la porte se tenait un garçon de 5 ans, serrant un livre de stratégie d'échecs abîmé. Léo avait des cheveux couleur d'or filé, un contraste frappant avec les vagues auburn de Sylvia, mais ses yeux étaient le problème. Ils étaient d'une obsidienne brillante et écrasante. Chaque fois qu'il la regardait avec ce regard intense et analytique, elle voyait un Dominique Rousseau en miniature. « Salut, mon grand !» Sylvia sourit, remontant ses lunettes de lecture sur son nez. « Tu ne devrais pas être avec Madame Higgins à l'accueil? » Madame Higgins fait des mots croisés et elle a mal orthographié chrysanthème, déclara Léo d'un ton neutre. Il entra dans la pièce, se déplaçant avec une grâce étrange et silencieuse qu'un enfant de son âge ne devrait pas posséder. Je l'ai corrigé pour elle. Tu as bientôt fini de travailler? Presque, mentit Sylvia, jetant un coup d'œil au tableur tentaculaire sur son écran. La vie à Charleston avait été sûre, mais elle n'avait pas été facile. Sylvia avait bâti son cabinet à partir de rien, utilisant son sens aigu des finances pour aider les entreprises locales à rester à flot. Elle était respectée, discrète et complètement hors des radars. Elle conduisait une berline ordinaire, payait ses impôts en espèces quand elle le pouvait et gardait un cercle d'amis incroyablement restreint. Mais 1 semaine plus tôt, elle avait accepté un nouveau client, un entrepôt logistique régional de taille moyenne en périphérie du comté, géré par un homme nommé Richard Vance. Richard était un homme nerveux et transpirant qui avait engagé Sylvia pour auditer leurs comptes avant un rachat d'entreprise. Il avait fallu moins de 4 heures à Sylvia pour découvrir le poteau rose. Richard détournait des sommes considérables, blanchissant l'argent par le biais de fournisseurs fictifs. Mais ce n'est pas ça qui glaça le sang de Sylvia. C'était la société mère de l'entrepôt,
Enfouie sous des couches de société écran et de holding, elle trouva le point d'origine. RFL Holdings, Russell Freight and Logistics. Elle était retournée sans le savoir droit dans la toile de Dominic. La panique l'avait saisie pendant 2 jours. Son instinct était de faire ses valises, de prendre Léo et de fuir. Mais une fuite soudaine attirerait davantage l'attention. Si elle abandonnait l'audit, Richard pourrait devenir méfiant. Si elle le terminait et le remettait, elle risquait que son nom atterrisse sur un bureau à New York. Elle opta pour la voie la plus sûre. Terminer l'audit, le remettre à Richard en privé, lui conseiller de corriger le tir avant que les grands patrons ne le découvrent, puis rompre le contrat. Elle jouerait le rôle de la comptable locale naïve. « Je dois juste déposer des papiers à l'entrepôt plus tard, Léo, » dit Sylvia, se forçant à prendre un ton joyeux. « Ensuite, on pourra aller manger une glace. Ça te dit? »« Pistache ?» demanda Léo en haussant un sourcil sombre. « Pistache », confirma-t-elle, le cœur légèrement serré. Dominic avait l'habitude de commander de la glace à la pistache dans un petit endroit de Little Italy. La génétique était une chose terrifiante et inéluctable. À près de 1000 kilomètres de là, dans un penthouse surplombant l'horizon de Manhattan, Dominic Rousseau était assis en bout d'une immense table de conférence. La pièce était remplie des hommes les plus puissants et les plus dangereux de la côte Est, mais aucun d'eux ne parlait sans y être invité. À 34 ans, Dominic était une arme endurcie. Les années avaient effacé toute humanité persistante, laissant derrière elle un souverain impitoyable et intouchable. Son mariage avec Vivian Castillo avait été un désastre spectaculaire et sanglant. Il avait duré exactement 3 ans avant que le père de Vivian n'essaie d'usurper Dominic. Dominic avait démantelé le cartel Castillo en une seule nuit, violemment orchestrée. Vivian fut renvoyée en exil en Colombie. Dominic était maintenant absolu. Mais il était aussi vide. Son sous-chef et jeune frère, Matteo, se pencha sur la table, faisant glisser une tablette vers Dominic. « Nous avons une fuite dans le réseau sud, » murmura Matteo, sa voix assez basse pour que les autres capitaines ne puissent pas entendre. « Un centre régional à Charleston. Le directeur Richard détourne de l'argent, environ 2 millions au cours des 8 derniers mois. » Dominic jeta à peine un coup d'œil à la tablette. « Envoie Silas là-bas pour lui mettre une balle dans les genoux. Fais-lui rendre l'argent, puis mets-lui une balle dans la tête. » « Il y a une complication, » nota Matteo en tapotant l'écran. Richard a paniqué. Il savait qu'un audit d'entreprise approchait, alors il a engagé une comptable locale indépendante pour essayer de corriger ses livres avant que nos gars n'arrivent. Il pensait pouvoir le cacher. Les yeux de Dominic se plissèrent. « Un civil à nos livres de compte? »« Un cabinet local, Bennett Financial Consulting, » dit Matteo. « Le problème, c'est que cette comptable locale est trop douée. Elle n'a pas seulement trouvé les détournements de Richard, elle a creusé trop profond. Elle a signalé des anomalies qui relient l'entrepôt directement à nos sociétés holding. Si elle porte ça aux autorités, nous avons un problème d'exposition. » Dominic se leva, la chaise raclant bruyamment contre le parquet. La pièce tomba dans un silence instantané et terrifiant. « Je ne tolère pas l'exposition, » dit froidement Dominic. « Préparez le jet. Nous allons à Charleston. » Matteo parut surpris. « Tu y vas personnellement, dame? C'est une fuite mineure. Silas peut s'occuper du directeur et faire taire la comptable. »« Non, » dit Dominic en ajustant sa veste de costume. Une étrange démangeaison inexplicable s'était installée à la base de son crâne. « Je suis dans cette ville depuis trop longtemps. Je veux voir le visage de l'idiot qui me vole. Et je veux m'assurer personnellement que cette comptable comprenne la sanction pour avoir regardé dans des pièces verrouillées. » L'orage s'abattit sur Charleston avec une soudaineté violente, donnant au ciel humide de l'après-midi une couleur violette, meurtrie et colérique. La pluie fouettait le toit en tôle ondulée de l'entrepôt logistique régional, noyant le bruit ambiant de la zone de chargement. Sylvia gara sa berline sur le parking en gravier, les essuie-glaces peinant à suivre le déluge. Elle prit une profonde inspiration, serrant fermement le dossier en carton contre sa poitrine. Léo était en sécurité à la maison avec Mme Higgins, en train de regarder un documentaire. Ça prendrait 10 minutes. Remettre le dossier, donner à Richard sa terrifiante leçon de réalité et partir pour toujours. Elle courut sous la pluie, ses talons claquant sur le béton mouillé, et poussa la lourde porte en acier du bureau de l'entrepôt. La réception était vide, les lumières clignotaient au-dessus.
Richard? Appela Sylvia en secouant l'eau de son parapluie. Pas de réponse. Juste le tambourinement lourd et rythmé de la pluie sur le toit. Un frisson parcourut son échine, qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Ses instincts de survie, aiguisés par des années au sein du syndicat Russo, s'éveillèrent. Le silence dans le bâtiment était anormal. Ce n'était pas le silence d'un bureau vide. C'était le silence fabriqué, en apnée, d'une pièce occupée. Elle fit un pas en arrière vers la porte, sa main cherchant la poignée derrière elle. « Je ne ferai pas ça », dit une voix rauque depuis l'ombre. Un homme sortit du couloir menant au bureau de Richard. Il était bâti comme un tank, portant un costume noir sur mesure qui semblait complètement déplacé dans un entrepôt poussiéreux de Caroline du Sud. Sylvia ne reconnut pas son visage, mais elle reconnut la posture. C'était un soldat, un homme de main de la mafia. Le souffle de Sylvia se coupa. « Ils sont là. »« Mademoiselle Bennett, je présume ?» demanda l'homme, bien que ce ne fût pas une question. Il s'écarta, désignant les portes du bureau principal. « Le patron voudrait vous parler. » Son esprit lui hurlait de courir, mais elle savait que c'était inutile. On ne court pas plus vite qu'une balle. Elle devait jouer le jeu. Elle était Nora Bennett, une comptable locale qui ne se doutait de rien. Elle composa sur son visage un masque de confusion polie et de peur modérée. « Je suis désolé. Je suis juste là pour déposer un dossier pour Richard, » dit Sylvia, montant légèrement sa voix, ajoutant une pointe d'accent du Sud. « Est-il disponible? » « Richard est indisponible, » dit sèchement l'homme de main. À l'intérieur, Sylvia marcha lentement dans le court couloir. En approchant de la porte du bureau, l'odeur la frappa avant même qu'elle ne le voie. Bergamoté et bois de cèdre. Son cœur s'arrêta, suspendant littéralement son rythme dans sa poitrine. Elle entra dans le bureau. Richard était par terre dans un coin, contusionné, saignant d'une lèvre fendue et ligoté avec des serre-câbles. Debout au-dessus de lui, semblant exactement comme il y a 6 ans, mais en plus dur, plus froid et infiniment plus dangereux, se trouvait Dominique Russo. Matteo se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Dominique ne leva pas les yeux immédiatement. Il essuyait une goutte de sang de Richard sur sa chaussure en cuir sur mesure, avec un mouchoir blanc immaculé. « Tu sais, Richard, » dit Dominique, sa voix un ronronnement mortel. « Le vol est un péché, mais la stupidité est un crime capital. » Dominique jeta le mouchoir sur la poitrine de Richard et tourna enfin la tête vers la porte. Sylvia arrêta de respirer. Elle resta figée sur place, le dossier en carton glissant légèrement dans sa paume moite. Elle garda la tête baissée, laissant ses cheveux auburn mouillés tomber en avant, masquant son profil. « La brillante comptable, » dit Dominique en faisant un pas vers elle. « Mademoiselle Bennett, j'entends dire que vous êtes très douée dans votre travail, presque trop douée. » Il était à 3 mètres, 2 mètres et demi. Sylvia gardait les yeux fixés sur sa pince à cravate. Elle ne pouvait pas parler. Si elle parlait, il saurait. La cadence de sa voix, l'inflexion, il la connaissait trop bien. « Regarde-moi quand je te parle, » ordonna Dominique, sa voix baissant d'une octave, portant l'autorité absolue d'un homme qui possédait tout ce qu'il voyait. Comme elle n'obéissait pas immédiatement, Dominique combla la distance restante. Il tendit la main, sa grande main cailleuse saisissant son menton. Le contact envoya un choc électrique violent à travers tout son système nerveux. Il força son visage à se relever vers la lumière crue du plafonnier. Les yeux de Dominique se plantèrent dans les siens. Pendant une fraction de seconde, il n'y eut que l'orage dehors. L'expression de Dominique se figea. Le masque froid et calculateur du chef de la mafia vola en éclats, remplacé par une expression de choc profonde et paralysée. Son pouce bougea légèrement contre sa mâchoire, comme pour vérifier si elle était une hallucination. « Sylvia » souffla-t-il. Le mot n'a pas été prononcé, il lui a été arraché. Matteo tourna brusquement la tête depuis la fenêtre. Ses yeux s'écarquillèrent en la reconnaissant. « Putain de merde !» Sylvia arracha son visage de sa prise, reculant d'un pas, la poitrine haletante. La comédie était terminée. Il n'y avait plus de cachette possible. « Dominique » murmura-t-elle, sa voix tremblant malgré tous ses efforts pour rester stable. Dominique ne bougea pas. Il la dévisagea, ses yeux sombres parcourant son visage, ses cheveux mouillés, le chemisier bon marché et simple qu'elle portait. Le silence s'étira, épais et suffocant, jusqu'à ce que la colère commence à poindre dans son expression.
Un orage sombre et terrifiant se préparant dans ses yeux d'obsidienne. « Tu es morte, dit Dominic, sa voix tombant à un murmure dangereux. Tu as déménagé à Londres. Tu as épousé un architecte. Mes hommes ont vérifié tous les registres du Royaume-Uni pendant 6 mois après ton départ. Tu as disparu de la surface de la Terre. » Sylvia déglutit difficilement. « J'ai menti. » Dominic fit un pas vers elle, sa présence physique écrasant la petite pièce. L'homme de main à la porte bougea, sentant la soudaine montée de violence qui émanait de son patron. « Tu as menti !» répéta Dominic, goûtant les mots. La trahison, dormante depuis 6 ans, éclata à la surface. « Tu t'es forgé une vie. Tu as changé de nom. »« Pourquoi ?»« Pour m'éloigner de toi, » dit Sylvia, relevant le menton, trouvant un reste de courage dans sa terreur. « Pour m'éloigner de tout ça. » Elle désigna l'homme ensanglanté par terre. La mâchoire de Dominic se serra si fort qu'elle entendit ses dents grincer. « Tu as signé un accord de départ. Tu m'as quitté. Tu es parti. »« J'ai fait ce que je devais faire, » rétorqua-t-elle, les yeux brillants de larmes non versées. « Tu allais épouser Vivian. Tu construisais un empire de sang, Dominic. Je n'allais pas être un dommage collatéral. » Dominic s'approcha si près qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps. « Tu n'as jamais été un dommage collatéral, » siffla-t-il, la vulnérabilité dans sa voix la rendant infiniment plus dangereuse. « Tu étais à moi. » Avant que Sylvia ne puisse répondre, son téléphone portable, glissé dans la poche de son pantalon, se mit à sonner. C'était une sonnerie de marimba forte et joyeuse qui brisa la tension mortelle dans la pièce. Sylvia se figea. L'identifiant de l'appelant serait Madame Higgins, ou pire, Léo sur le téléphone fixe. « Réponds, » ordonna Dominic, ses yeux se plissant de suspicion face à sa panique soudaine. « C'est juste du spam, » mentit rapidement Sylvia, sa main planant au-dessus de sa poche. Les yeux de Dominic s'assombrirent. Il bougea plus vite qu'elle ne put le suivre, sa main plongeant dans sa poche et en sortant le téléphone. Il regarda l'écran. L'identifiant de l'appelant affichait en gras Léo Maison. Dominic fixa l'écran, la sonnerie continuant pendant 3 longues secondes angoissantes. Il regarda le téléphone, puis le visage pâle et terrifié de Sylvia. Une clarté terrifiante envahit ses traits, alors que son esprit, entraîné à relier des points invisibles pour les autres, commençait à assembler les pièces du puzzle. La chronologie. Son départ soudain. La terreur absolue dans ses yeux en ce moment. Une terreur qui n'était pas pour elle-même. « Qui ?» demanda Dominic, sa voix si calme, si dépourvue d'émotion, que c'était le son le plus effrayant que Sylvia ait jamais entendu. « Et Léo ?» La sonnerie du téléphone portable cessa, laissant derrière elle un silence si absolu qu'il semblait être un poids physique pressant contre la poitrine de Sylvia. Dominic tenait l'appareil dans sa paume, son pouce reposant sur l'écran noir. Le nom « Léo » semblait résonner dans l'air humide et parfumé de sang du bureau de l'entrepôt. « Je t'ai posé une question, Sylvia, » répéta Dominic, sa voix dangereusement égale. C'était le ton qu'il utilisait juste avant d'ordonner de raser un pâté de maison. « Qui est Léo ?» « C'est... » Sylvia déglutit, la gorge aussi sèche que du papier de verre. Elle recula d'un pas, son dos heurtant le bord d'un classeur en métal. « C'est le fils de ma voisine. Je le garde parfois après l'école. Il se demande probablement juste où je suis. » La mâchoire de Dominic se crispa. Il ne cria pas. Il ne jeta pas le téléphone. Au lieu de cela, il fit 2 pas lents et délibérés vers elle, envahissant son espace personnel jusqu'à ce qu'elle ne puisse voir que l'orage qui faisait rage dans ses yeux sombres. Il tendit la main, ses phalanges effleurant le col humide de son chemisier. « Tu as toujours eu un tic, Sylvia, » murmura-t-il. Son souffle effleura sa peau. « Chaque fois que tu mentais au conseil d'administration, tu pressais ton pouce contre le côté de ton index. Tu le fais en ce moment même. » Sylvia baissa les yeux. Ses mains étaient jointes fermement, son pouce s'enfonçant dans sa chair jusqu'à ce que l'articulation soit blanche comme un os. Elle les défit à la hâte, maudissant sa propre mémoire musculaire. Matteo s'avança depuis la fenêtre, les pièces s'assemblant dans son esprit. « Dom, il y a 6 ans, elle est partie en novembre. Si elle était... » Il s'interrompit, ses yeux s'écarquillant en fixant Sylvia. « Bon sang !» Dominic leva une seule main, faisant taire son frère sans le regarder. Son regard resta fixé sur Sylvia, la disséquant. L'esprit analytique brillant qui avait bâti un empire de plusieurs milliards de dollars faisait les calculs. La chronologie,
La fuite soudaine et désespérée vers une ville où elle ne connaissait personne. Le changement de nom. La terreur absolue et pure qui émanait d'elle, une terreur entièrement concentrée sur l'appareil dans sa main. Tu as quitté le cabinet parce que tu étais épuisé, récita doucement Dominic, répétant le mensonge qu'elle lui avait servi dans son bureau de Manhattan 6 ans plus tôt. Tu allais épouser un architecte à Londres. Tu voulais une vie normale. Dominic, s'il te plaît. Quel âge a-t-il? La question claqua comme un fouet, sèche et impitoyable. Sylvia ferma les yeux. Les murs se refermaient. La forteresse méticuleusement construite qu'elle avait bâtie autour de son fils s'effondrait en poussière en l'espace de 3 minutes. Dominic, ne fais pas ça. Laisse-moi sortir d'ici. Tu as ton empire. Tu n'as pas besoin de... Quel âge a mon fils, Sylvia? La voix de Dominic brisa enfin le silence résonnant dans le petit bureau. La force pure de sa fureur fit sursauter l'homme de main près de la porte. Par terre, Richard gémit, se pressant davantage dans le coin. Des larmes coulèrent sur les cils de Sylvia, chaudes et rapides. Il a 5 ans, suffoqua-t-elle, sa voix se brisant. Il a eu 5 ans en juin. Dominic recula comme s'il avait été frappé physiquement. L'air s'échappa de ses poumons. Il regarda ses mains, les mains qui avaient ordonné des exécutions, signé des prises de contrôle d'entreprise et bâti un héritage de peur. Les tremblaient, un fils. Il avait un fils de 5 ans vivant au-dessus d'une boulangerie en Caroline du Sud, alors qu'il avait passé les 6 dernières années à pourrir dans une salle du trône creuse et imbibé de sang à New York. « Tu me l'as caché », murmura Dominic, la trahison creusant de profondes rides sur ses traits. « Tu as volé mon sang, tu as volé 6 ans de sa vie. »« Je l'ai protégé », rétorqua Sylvia, l'instinct maternel l'emportant sur sa peur. Elle se redressa du classeur, le foudroyant du regard à travers ses larmes. « De toi, de Viviane Castillo. Tu étais sur le point de te marier dans un cartel, Dominic. Pensais-tu vraiment que Viviane laisserait vivre un héritier bâtard? Pensais-tu que j'allais laisser mon bébé grandir entouré de vers par balles et de gardes du corps, se demandant lequel de tes ennemis allait mettre une bombe sous son lit? Je vous aurais protégés tous les deux. J'aurais détruit quiconque l'aurait regardé de travers, gronda Dominic, s'avançant de nouveau dans son espace. Tu m'aurais gardé dans une quai, cria-t-elle. Tu l'aurais épousé quand même pour le territoire, et j'aurais été ton sale secret. Léo méritait une mère qui n'était pas une prisonnière et une vie qui ne tournait pas autour des arrangements funéraires et des accusations de crimes organisés. L'expression de Dominic se durcit comme du granit. Viviane est partie. J'ai démantelé la famille Castillo il y a 3 ans. Il n'y a pas de menace. Il n'y a que ce qui est à moi. Il glissa le téléphone de Sylvia dans sa propre poche et ajusta sa veste de costume. La vulnérabilité momentanée remplacée par une autorité froide et absolue. « Matteo, prépare les voitures. Nous partons. »« Où ?» paniqua Sylvia en attrapant sa manche. « Dominic, non, tu ne peux pas nous emmener comme ça. Tu as perdu le droit de dicter les termes au moment où tu as falsifié cet accord de départ, » dit Dominic, sa voix tombant à un froid glacial. Il baissa les yeux sur sa main sur sa manche jusqu'à ce qu'elle la lâche lentement. « Je vais rencontrer mon fils et ensuite vous montrer tous les deux dans mon avion. » Avant que Matteo ne puisse atteindre la porte, un son déchira le rythme lourd de la pluie, un craquement sec et sans équivoque de tir avec silencieux. L'homme de main debout près de la porte s'affaissa, un trou sombre apparaissant au centre de son front avant qu'il ne heurte le sol en béton avec un bruit sourd. « À terre !» rugit Dominic, les instincts aiguisés par des années dans la pègre prirent le dessus. Dominic se jeta en avant, plaquant Sylvia au sol juste au moment où une rafale de tirs automatique brisait la vitre dépolie de la fenêtre du bureau. Le verre pleuvait sur eux comme des confettis mortels. Matteo plongea au sol, roulant derrière un lourd bureau en chaîne et sortant instantanément son Glock 19 personnalisé. Sylvia allaita, le poids lourd du corps de Dominic la pressant contre le sol poussiéreux. Il était un bouclier humain, la couvrant complètement. L'odeur de bergamote était entièrement submergée par l'odeur métallique et âcre de la cordite et du cuivre. « Rapport !» aboya Dominic par-dessus le rugissement assourdissant des balles qui déchiquetaient les cloisons sèches. Il sortit un Sig Sauer compact de son étui d'épaule, ses yeux balayant la porte brisée. 3 tireurs, peut-être 4, se déplaçant dans la baie de chargement. Matteo cria en retour, risquant un coup d'œil par-dessus le bureau.
Il tira 2 coups précis dans le couloir. Un cri résonna en retour. Faisons-en 3. Qui diable sont-ils? C'est les Gallo, sanglota Richard depuis le coin, le visage pressé contre le sol, les mains toujours attachées dans son dos. La famille de Miami. Je leur devais de l'argent. Je détournais pour payer une dette de jeu à Hector Gallo. Ils ont découvert que l'audit avait lieu aujourd'hui. Ils sont venus pour me faire taire et prendre l'entrepôt. Espèce de crétin, t'es un homme mort, siffla Matteo en rechargeant son arme. Tu as amené une équipe de tueurs de Miami dans un entrepôt Russo? Dominic ne perdit pas son souffle à réprimander l'homme déjà condamné. Il baissa les yeux sur Sylvia. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient concentrés. Elle ne criait pas. C'était la même femme qui lui avait recousu sa blessure par balle dans une planque à Chicago. « Tu es touché ?» demanda-t-il, sa voix totalement dépourvue de panique. « Non » souffla-t-elle, ses mains tremblant alors qu'elle brossait des éclats de verre de son revers. « Dominic, Léo est à l'appartement. S'ils savent qui je suis, s'ils m'ont suivi... »« Ils ne te connaissent pas, » interrompit Dominic, les yeux féroces. « Ils sont là pour Richard et les livres, mais nous devons bouger maintenant. » Il attrapa sa main, sa prise inflexible. « Matteo, tir de suppression. À mon signal, on se dirige vers la sortie secondaire par le couloir du directeur. »« Reçu, » confirma Matteo. « Signal. » Matteo se leva, déchaînant un barrage de tirs dans le couloir. Dominic tira Sylvia sur ses pieds, la poussant devant lui à travers une porte latérale qui menait à un couloir étroit et faiblement éclairé. Le bruit était assourdissant, l'entrepôt résonnant de la symphonie violente d'une guerre de territoire. Sylvia courut, ses talons simples glissant sur le béton lisse. Elle les enleva, courant pieds nus, sa seule pensée brûlant dans son esprit. Léo, Léo, Léo. Ils franchirent la lourde porte coupe-feu à l'arrière du bâtiment, se heurtant à l'humidité suffocante de l'orage de Caroline du Sud. La pluie les trempa instantanément jusqu'aux os. 2 vieux Maybach noirs et blindés tournaient au ralenti à 20 mètres de là, leurs chauffeurs sortant déjà avec des armes dégainées, alertés par les coupes de feu. « Monte !» cria Dominic en poussant Sylvia vers le véhicule le plus proche. Un homme de main des Gallo contourna le coin du bâtiment, levant une mitraillette. Dominic ne ralentit même pas. Il leva le Sig Sauer et tira 2 fois. L'homme tomba instantanément. Dominic jeta Sylvia sur la banquette arrière de la Maybach et monta après elle, claquant la lourde porte blindée. Matteo s'entassa sur le siège passager avant quelques secondes plus tard, trempé et respirant lourdement. « Roule !» ordonna Dominic au chauffeur. « King Street, défonce tout ce qui se met sur ton chemin. » Le moteur massif rugit, les pneus patinant dans le gravier avant de trouver de l'adhérence. Le VUS sortit en trombe du parking, défonçant le portail en grillage et dérapant sur l'autoroute mouillée. À l'intérieur de la cabine, le silence était lourd, rompu seulement par le battement frénétique des essuie-glaces. Sylvia était assise, pressée contre la portière opposée, ses cheveux mouillés collés à son visage, serrant ses genoux contre sa poitrine. Elle tremblait violemment maintenant, l'adrénaline se retirant et laissant place à la terreur pure. Dominic rangea son arme. Il la regarda, remarquant ses pieds nus et éraflés, et le sang sur sa manche, pas le sien, mais celui de l'homme de main. Il tendit la main à travers le siège en cuir et sortit une lourde couverture en cachemire d'un compartiment, la jetant sur ses genoux. « Enveloppe-toi », ordonna-t-il doucement. Sylvia ne bougea pas. Elle le fixa simplement, la réalité de son cauchemar se cimentant pleinement. « Tu as amené ça à ma porte », murmura-t-elle, sa voix creuse. « 6 ans de paix, et tu amènes des balles dans ma ville. » Dominic se pencha plus près, ses yeux sombres brillant d'une lumière possessive et dangereuse. « Je n'ai pas amené ça, Sylvia. Richard a amené ça, mais je vais y mettre fin. Personne ne touche à ce qui appartient à la famille Russo. Ni les Gallos, ni la Loé, ni personne. »« Il ne t'appartient pas, dit-elle, bien que le combat s'éteignît en elle. »« On verra, » répondit froidement Dominic, tournant son regard vers la fenêtre renforcée, alors que les bâtiments historiques du centre-ville de Charleston défilaient. L'appartement au-dessus de Bennett Financial Consulting était silencieux, à l'exception du son étouffé d'une télévision diffusant un documentaire sur la nature. L'odeur de cannelle et de pommes cuites persistait depuis la boulangerie en dessous, créant un contraste saisissant avec la violence qui venait de se dérouler à des kilomètres de là.
Sylvia tâtonna avec ses clés, ses mains tremblant si fort qu'elle les laissa tomber 2 fois. Dominic se tenait juste derrière elle, une ombre imposante et inamovible. Matteo et 2 gardes armés sécurisaient la rue en bas, s'assurant que le syndicat Gallo ne les avait pas suivis. Dominic tendit la main, prenant les clés de ses mains tremblantes. Il choisit la clé du peigne dormant en laiton, l'inséra et poussa la porte. Sylvia passa devant lui en courant, se précipitant dans le petit salon confortable. Léo, Madame Higgins. Une femme âgée apparut de la cuisine, un torchon à la main. Elle s'arrêta net, ses yeux s'écarquillant à la vue de Sylvia, pieds nus, trempés et semblant complètement dérangée, suivie d'un homme imposant dans un costume de créateur ruiné et éclaboussé de sang qui dégageait une menace absolue. « Nora, mon Dieu, que s'est-il passé? » haleta Madame Higgins en se tenant la poitrine. « Où est-il? » demanda Sylvia, ignorant la question. « Je suis juste là, maman. » La voix calme et posée venait du coin lecture près de la fenêtre. Dominic se figea, le souffle coupé. Il tourna lentement la tête, assis dans un fauteuil jaune délavé, tenant un livre épais sur la biologie marine, se trouvait Léo. Le garçon ferma lentement le livre et le posa sur la table d'appoint. Il n'avait pas l'air effrayé. Il avait l'air agacé par l'interruption. Dominic le fixa. C'était comme regarder dans un miroir temporel. Le garçon possédait exactement les mêmes cheveux sombres et indisciplinés, la même mâchoire nette et aristocratique qui s'était transmise de génération en génération chez les hommes Rousseau, et ses yeux, une obsidienne brillante et écrasante, qui analysait la pièce avec une intelligence terrifiante. Le silence dans la pièce s'étira jusqu'à un point de rupture insupportable. Dominic fit un pas lent en avant, ses chaussures chères laissant une empreinte humide sur le tapis tissé. Il ne pouvait pas parler. Le chef de la mafia impitoyable, l'homme qui avait orchestré la chute d'Empire sans ciller, était complètement paralysé par un enfant de 5 ans pesant 50 livres. Léo pencha la tête, ses yeux sombres passant de Sylvia à Dominic. Il observa les vêtements mouillés, l'expression sinistre et le léger renflement de l'étui d'épaule sous la veste de Dominic. « Tu saignes sur le tapis de ma mère », déclara Léo platement. Sa voix était précise, dépourvue des éséments ou des bégaiements typiques d'un enfant de son âge. Dominic cligna des yeux, sorti de son choc par l'audace pure du commentaire. Un sourire lent et incrédule toucha le coin de sa bouche. « Ce n'est pas mon sang, » répondit Dominic, sa voix un grondement sourd. « Ça ne rend pas les choses meilleures pour le tapis, » rétorqua Léo sans sourciller. Il regarda Sylvia. « Maman, pourquoi y a-t-il un homme avec une arme dans notre maison? »« Léo, viens ici, » dit Sylvia, sa voix tremblante. Elle tendit les bras. Léo glissa de la chaise et se dirigea vers elle, enroulant ses petites bras autour de sa taille, bien que ses yeux ne quittassent jamais Dominic. Dominic observa la façon protectrice dont Sylvia le tenait, l'éclat féroce et terrifié dans ses yeux. Son cœur, un muscle qu'il avait longtemps supposé ne servir qu'à pomper le sang, se contracta violemment. C'était son fils, sa chair et son sang, un héritier Rousseau, vivant dans un appartement exigu au-dessus d'une boulangerie, élevé par la seule femme que Dominic ait jamais vraiment pleuré. « Madame Higgins, » dit Dominic, son regard toujours fixé sur Léo. « Vous allez rentrer chez vous maintenant. Vous oublierez que vous avez vu quelqu'un ici ce soir. Si quelqu'un demande, Mademoiselle Bennett a emmené son fils en vacances soudaines. » Il plongea la main dans sa veste, sortit une épaisse pince à billets et jeta une liasse de billets de $100 sur le comptoir de la cuisine. « Pour votre discrétion. » Madame Higgins regarda l'argent, puis Sylvia terrifiée. Sylvia lui fit un lent signe de tête résignée. La femme âgée attrapa son manteau et se précipita hors de la porte sans un mot. « Fais un sac », ordonna Dominic à Sylvia, détournant enfin son regard de son fils pour la regarder. « 10 minutes, seulement l'essentiel. J'ai tout ce dont vous avez besoin à New York. » « Nous n'allons pas à New York, » dit Sylvia, sa prise se resserrant sur Léo. « Tu ne peux pas nous forcer. C'est un enlèvement. »« C'est une extraction, » corrigea Dominic, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « Les Gallos sont au courant pour l'entrepôt. D'ici demain matin, ils sauront qui a audité les comptes. Tu as une cible sur le dos, Sylvia, et par extension, lui aussi. Je ne laisserai pas mon fils dans une ville où il peut être utilisé comme moyen de pression contre moi. Tu montes dans mon avion ou je demande à Matteo de te droguer et de te porter à bord. C'est ton choix. » Sylvia le fixa, reconnaissant la volonté de faire derrière ses mots.
Il ne bluffait pas. Il brûlerait Charleston jusqu'aux fondations pour les emmener. Va faire ton sac à dos, Léo, murmura Sylvia, des larmes coulant enfin sur ses joues. Prends tes livres préférés. Léo la regarda, puis se tourna vers Dominique. Es-tu mon père? Demanda soudainement le garçon, son esprit vif ayant déjà traité les similitudes physiques et la dynamique intense et possessive qui se jouait devant lui. Dominique s'agenouilla, sans se soucier de son pantalon ruiné, jusqu'à ce qu'il soit à la hauteur des yeux du garçon. La proximité rendait la ressemblance encore plus frappante. « Oui, dit Dominique, sa voix plus douce que Sylvia ne l'avait jamais entendue. Je suis ton père. » « Tu as mis beaucoup de temps à arriver, nota Léo d'un ton critique. « Je ne savais pas que tu existais, répondit Dominique, ses yeux se posant sur Sylvia avec un regard sombre et plein de ressentiment avant de revenir au garçon. « Mais je suis là maintenant et personne ne te cachera plus jamais de moi. » 30 minutes plus tard, ils étaient tous les trois assis dans la cabine caverneuse et opulente d'un Gulfstream G6550, les moteurs rugissants alors qu'ils roulaient sur la piste de l'aéroport international de Charleston. Sylvia était assise près de la fenêtre, regardant sa vie sûre et tranquille disparaître dans les nuages d'orage en dessous. Léo était attaché dans un siège en cuir moelleux de l'autre côté de l'allée, déjà profondément absorbé par son livre, apparemment imperturbable par le jet privé ou les hommes lourdement armés assis dans la cabine arrière. Dominique était assis dans le fauteuil du capitaine face à Sylvia. Il avait jeté sa veste et sa cravate ruinée, sa chemise blanche déboutonnée au col. Il versa 2 verres de Macallan 25 ans de la carafe en cristal sur la table, poussant l'un d'eux vers elle sur l'acajou poli. « Bois, ordonna-t-il doucement. Tu as l'air sur le point de t'évanouir. »« Je ne veux pas de ton scotch, marmonna Sylvia, regardant par la fenêtre le ciel noir. « Tu en auras besoin, dit Dominique en prenant une gorgée de son propre verre. « Parce que quand nous atterrirons, nous irons à mon domaine dans les Hamptons et ensuite, toi et moi, nous aurons une très longue conversation sur les 6 dernières années et tu vas me dire exactement comment tu comptes te rattraper. » Sylvia se tourna enfin pour lui faire face, ses yeux brillants d'un feu désespéré et piégé. « Je ne te dois rien, Dominique. Je l'ai gardé en sécurité. » Dominique se pencha en avant, l'aura terrifiante du roi de la pègre revenant en force. Il tendit la main sur la table, sa grande main s'enroulant autour de son poignet, son pouce pressant directement sur son pouls rapide. « Tu as volé mon héritier, murmura-t-il, sa voix sombre et pleine de promesses. « Tu me dois tout, Sylvia, et je vais me faire payer. » Le Gulfstream G650 toucha le tarmac détrempé de l'aéroport de Teterboro juste après 2 heures du matin. Sylvia n'avait pas dormi de la nuit. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, l'écho fantôme des tirs automatiques résonnait contre son crâne, remplacé seulement par la réalité terrifiante de l'homme assis en face d'elle. Dominique avait passé les 2 heures de vol sur un téléphone satellite sécurisé, parlant en italien rapide et saccadé à ses lieutenants à New York et à Miami. Il orchestrait une guerre depuis 30 000 pieds d'altitude et l'efficacité froide et détachée de l'opération glaçait Sylvia jusqu'aux os. Ils contournèrent la douane et furent immédiatement escortés vers un hélicoptère Sikorsky S-76 noir qui les attendait. Le vol au-dessus du Long Island Sound fut silencieux. Léo, épuisé par l'adrénaline et l'heure tardive, s'était finalement endormi, sa petite tête reposant sur l'épaule de Sylvia. Dominique était assis en face d'eux, ses yeux sombres entièrement fixés sur le garçon. La faim brute et possessive dans son regard poussa Sylvia à serrer son fils plus près d'elle. L'hélicoptère descendit sur un domaine tentaculaire et monolithique à East Hampton. C'était une forteresse déguisée en complexe de luxe, bordée par l'océan Atlantique agité d'un côté et un périmètre électrifié et densément boisé de l'autre. Des hommes armés en coupe-vent noir discret patrouillaient les lieux avec des bergers belges malinois. « Bienvenue à la maison », murmura Dominique par-dessus le rugissement des rotors alors qu'ils atterrissaient sur l'héliport illuminé. « Ce n'est pas une maison », répondit Sylvia, la voix rauque. « C'est une prison de haute sécurité avec un meilleur aménagement paysager. » Dominique ne releva pas la provocation. Il détacha son harnais, sortit dans l'air humide et salé et se retourna. Sans demander la permission, il tendit la main et souleva doucement Léo endormi des bras de Sylvia. Sylvia se raidit, ses mains agrippant instinctivement les avant-bras de Dominique pour l'arrêter, mais la tendresse pure avec laquelle le chef de la mafia impitoyable tenait le garçon la paralysa.
Dominique soutint la tête de Léo contre sa large épaule, sa main massive couvrant le petit dos de l'enfant de manière protectrice. Suis-moi, ordonna doucement Dominique en se tournant vers l'immense manoir de verre et de pierre. À l'intérieur, le domaine était un témoignage de richesse austère et moderne. Des sols en marbre noir importé reflétaient la lueur chaude d'un éclairage indirect. Ils furent accueillis dans le grand hall par une femme plus âgée en un uniforme impeccable, Maria, la gouvernante de longue date de Dominique. Ses yeux s'écarquillèrent de façon comique en voyant son terrifiant employeur tenant un enfant endormi qui ressemblait exactement à un fantôme de son passé. Préparez l'aile sud, ordonna Dominique à voix basse. La suite d'invités principale pour Mademoiselle Bennett et la chambre attenante pour mon fils. Postez un service de sécurité au bout du couloir. Personne n'entre dans cette aile sans mon autorisation explicite. Tout de suite, Monsieur Rousseau, balbutia Maria en se dépêchant de descendre le couloir. Sylvia suivit Dominique en haut d'un grand escalier en verre. Il porta Léo dans une chambre tentaculaire qui était plus grande que tout l'appartement de Sylvia à Charleston. Il déposa le garçon sur le lit king-size avec un soin infini, tirant la lourde couette en duvet sur lui. Dominique resta longtemps debout près du lit, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lourdement comme s'il respirait la réalité de l'enfant. Sylvia se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés fermement contre sa poitrine, frissonnant malgré la chaleur de la maison. Dominique se tourna enfin, son expression se durcissant en la regardant. Il passa devant elle, lui faisant signe de le suivre dans la suite attenante. Une fois que la lourde porte en chêne se referma entre eux et l'enfant endormi, la paix fragile s'évapora. « Demain, je fais venir un tailleur pour lui prendre ses mesures pour des vêtements, commença Dominique en arpentant la longueur de la pièce opulente. Je ferai venir mon médecin privé de Manhattan pour un bilan de santé complet. Je veux connaître son groupe sanguin, ses allergies, son historique de vaccination. Je vais aussi engager un tuteur privé. « Arrête ça !» siffla Sylvia en s'avançant. « Arrête ça, Dominique. Tu ne peux pas nous enlever et commencer immédiatement à micro-gérer sa vie comme s'il était l'une de tes sociétés écrans. » Dominique cessa d'arpenter la pièce. La température dans la pièce chuta. Il est l'unique héritier du syndicat Rousseau. Il est une cible. Les Gallos savent qu'il existe maintenant. Richard est mort, mais les hommes qui ont attaqué l'entrepôt feront leur rapport à Hector Gallo à Miami. Hector sentira le sang dans l'eau. Mon fils aura la meilleure sécurité, éducation et soins médicaux que l'argent puisse acheter. Il ne portera jamais de vêtements de prêt-à-porter et il ne vivra plus jamais au-dessus d'une boulangerie. Il était heureux, cria Sylvia, les larmes d'épuisement coulant enfin. Il était normal. Sais-tu quelle était sa plus grande préoccupation hier? Savoir si la bibliothèque locale avait la nouvelle encyclopédie sur la biologie marine. Maintenant, il a des gardes armés devant la porte de sa chambre. Dominique combla la distance entre eux en 2 longues foulées, la faisant reculer contre une commode en acajou. « Et à qui la faute, Sylvia? Tu as forgé une vie basée sur un mensonge. Tu m'as dit que tu épousais un architecte. Un architecte? J'ai demandé à Matteo de secouer toutes les firmes de Londres à Paris. Nous avons traqué tous les associés de Zaha Hadid et Frank Gehry à la recherche d'une trace de toi. J'ai retourné l'Europe pour te trouver. » Sylvia se figea, son cœur martelant contre ses côtes. « Tu m'as cherché? » « Bien sûr que je t'ai cherché, » rugit Dominique, le masque méticuleusement entretenu du sous-chef stoïque se brisant enfin. Il abattit ses mains sur la commode de chaque côté d'elle, la piégeant dans son espace. Sa poitrine se soulevait, ses yeux sombres brillant d'un mélange de fureur et de douleur atroce. « Tu étais mon ombre. Tu étais la seule personne en qui j'avais confiance dans ce monde maudit. Tu es entré dans mon bureau, tu m'as tendu un bout de papier et tu m'as arraché la colonne vertébrale. Tu allais épouser Viviane Castillo, cria-t-elle en poussant contre sa poitrine, bien qu'il ne bougeât pas d'un pouce. Tu construisais un empire avec une princesse de cartel. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Attendre dans un penthouse pendant que tu avais une famille légitime avec elle? La laisser découvrir que je portais ton bâtard et me faire jeter dans l'East River? Dominique attrapa ses poignets, les épinglant contre sa poitrine. Sa prise était un étau, mais elle n'était pas douloureuse. Elle y était désespérée. « J'ai épousé Viviane, » dit Dominique, sa voix tombant à un murmure rauque et déchiré, « parce que son père, Alejandro Castillo, a découvert notre relation.
Sylvia cessa de se débattre. L'air sembla disparaître de la pièce. Quoi? La nuit du gala de Chicago, continua Dominic, ses yeux fixés sur les siens, brûlants de 6 ans de vérité refoulée. Quand tu as recousu mon épaule, un des hommes d'Alejandro a vu la façon dont je te regardais. Il a vu que je baissais ma garde avec toi. Alejandro est venu me voir 2 semaines plus tard. Il m'a dit qu'il s'étendait à New York. Il a dit que je pouvais soit épouser sa fille et fusionner nos territoires, soit il ferait mettre une balle dans ta tête par ses sicarios pour m'apprendre une leçon sur la vulnérabilité. Le souffle de Sylvia se coupa. Le sang quitta son visage. Non, non, ce n'est pas... Si c'est vrai, jura Dominic, son pouce effleurant son pouls rapide. Je n'ai pas épousé Vivienne pour le pouvoir, Sylvia. J'avais assez de pouvoir. Je l'ai épousée pour te garder en vie. Quand tu m'as remis cette démission, quand tu m'as dit que tu étais fiancé et que tu quittais le pays, je t'ai laissé partir parce que je pensais que c'était le seul moyen pour que tu sois vraiment à l'abri de la vie dans laquelle j'étais piégé. Il relâcha ses poignets, reculant, passant une main dans ses cheveux sombres et ébouriffés. Il parut soudain plus vieux, le poids de son empire pesant sur ses épaules. « Il m'a fallu 3 ans pour démanteler les Castillos, dit-il doucement. 3 ans de planification, de saignement et de combat pour démolir le cartel d'Alejandro jusqu'aux fondations afin de pouvoir divorcer de Viviane et être libre. Et le jour où j'ai finalement mis Alejandro en terre, le jour où j'étais enfin libre, j'ai envoyé Matteo te trouver. Mais tu avais disparu. Tu étais un fantôme. » Sylvia glissa le long de la commode, ses jambes la lâchant. Elle enfouit son visage dans ses mains, un sanglot rauque s'échappant de sa gorge. L'ampleur du malentendu, la pure tragédie de leur séparation de 6 ans, s'abattit sur elle comme un raz de marée. Il ne l'avait pas mise de côté pour le pouvoir. Il s'était sacrifié à un monstre pour la garder en vie. Et ce faisant, il avait sans le savoir perdu les 5 premières années de la vie de son fils. Dominic s'agenouilla sur le sol en marbre devant elle. Il ne la toucha pas. Il la laissa simplement pleurer, sa présence une encre lourde et indéniable dans la tempête de son chagrin. « Je pensais que tu t'en fichais, murmura-t-elle à travers ses doigts. « Je m'en souciais trop, corrigea doucement Dominic. C'était mon erreur. Dans notre monde, l'amour est un moyen de pression, et tu étais le plus grand moyen de pression que quiconque puisse jamais avoir sur moi. » Il tendit enfin la main, écartant doucement ses mains de son visage. « Mais les règles ont changé, Sylvia. Je suis le roi maintenant. Il n'y a plus personne pour me dire qui je peux et ne peux pas avoir. Vous êtes à la maison, tous les deux. » Le lendemain matin se leva avec un calme fragile et trompeur. L'orage était passé, laissant les Hampton baignés d'une lumière solaire brillante et froide. Sylvia se réveilla dans le lit immense, momentanément désorientée par le silence et l'échelle de la pièce. La panique la saisit jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte communicante et voit Léo assis par terre dans sa nouvelle chambre, entouré d'une montagne de Lego neufs et incroyablement chers. Un homme stoïque en costume noir se tenait silencieusement près de la porte. « Bonjour, maman, » dit Léo sans lever les yeux, enclenchant un mécanisme d'engrenage complexe. L'homme dehors a apporté ça. Il s'appelle Silas. Il ne parle pas beaucoup, mais il en sait beaucoup sur l'ingénierie structurelle. Il a dit que mes poutres de soutien sur ce pont étaient intrinsèquement défectueuses. Sylvia fixa le tueur à gages, qui offrit un bref et maladroit signe de tête. « D'accord, » déglutit Sylvia. « Allez, allons trouver la cuisine. » En bas, l'atmosphère contrastait vivement avec le calme de l'aile résidentielle. La bibliothèque avait été transformée en salle de guerre. Matteo, Dominic et 5 capots terrifiants de calme étaient rassemblés autour d'une immense table en chêne jonchée de plans d'architectes, de tablettes et de téléphones sécurisés. Dominic portait une chemise blanche impeccable, les manches retroussées pour révéler l'encre sombre des tatouages du syndicat qui serpentaient sur ses avant-bras. Il leva les yeux lorsque Sylvia et Léo entrèrent dans le couloir, son aura froide et autoritaire s'adoucissant d'une fraction de %. Il s'excusa et se dirigea vers eux. « As-tu dormi ?» demanda-t-il, ses yeux scrutant son visage à la recherche de signes de détresse. « Quelques heures, » admit-elle. Elle regarda par-dessus son épaule les hommes lourdement armés. « Que se passe-t-il, Dominic ?»« Hector Gallo agit plus vite que prévu, » dit Dominic sans détour, refusant de lui mentir. « Il a perdu 3 hommes à Charleston. Il sait que j'étais là. Il sait aussi que je suis parti brusquement, ce qui signifie que je protège quelque chose.
Il mobilise ses factions de New York. Ils veulent les routes maritimes et ils pensent que je suis distrait. Les-tu? Demanda-t-elle doucement. Dominique baissa les yeux sur Léo, qui examinait actuellement une armure du XVIIe siècle dans le couloir avec une intense attention analytique. Je suis très motivé, corrigea Dominique. Il y a une différence. Il s'agenouilla à côté de Léo. Tu aimes la maison, Léo? Léo se tourna, ses yeux sombres se fixant sur ceux de Dominique. Elle est très défendable, observa le garçon de 5 ans. Vous n'avez qu'une seule route d'accès, une élévation de terrain élevée, et j'ai compté 14 caméras visibles sur le périmètre sud. Mais le verre de la véranda n'est pas par balle. C'est une vulnérabilité tactique. Le silence tomba dans le couloir. Même Matteo, debout près de la porte de la bibliothèque, laissa tomber son stylo. Dominique fixa son fils, un mélange de choc profond, d'immense fierté et de légère horreur traversant ses traits. Il leva les yeux vers Sylvia, qui se contenta de se frotter les tempes et de soupirer. Il lit beaucoup, offrit faiblement Sylvia. L'histoire militaire, il aime les cartes. Un sourire lent et dévastateur se répandit sur le visage de Dominique. C'était le premier sourire sincère que Sylvia voyait sur lui en 6 ans. Il se leva, posant une main sur l'épaule de Léo. « Je ferai remplacer le verre de la véranda d'ici ce soir. Merci pour la consultation, mon fils. »« De rien, » dit Léo d'un ton neutre. « Je peux avoir des pancakes? » Au cours des 3 jours suivants, le domaine des Hampton devint un bunker doré. Dominique était un fantôme pendant la journée, enfermé dans la salle de guerre, orchestrant le démantèlement systématique des opérations de la famille Gallo sur la côte Est. Le génie financier que Sylvia avait autrefois géré pour lui était maintenant entièrement tourné vers la guerre. Il gela les comptes offshore d'Hector Gallo, intercepta ses cargaisons et saigna systématiquement le syndicat de Miami à blanc. Mais le soir, le chef de la mafia se dépouillait de son armure. Chaque soir à 19 heures, Dominique libérait son emploi du Tom's. Il s'asseyait à l'immense table à se manger avec Sylvia et Léo. Il écoutait Léo parler de biologie marine, posant des questions pertinentes et intelligentes. Il regardait Sylvia, son regard lourd d'excuses inexprimées et d'une dévotion intense et brûlante qui faisait rougir sa peau. La glace entre eux se fissurait. Le ressentiment que Sylvia avait nourri pendant 6 ans avait été vaporisé par sa confession dans la chambre. Ce qui restait était la réalisation terrifiante qu'elle l'aimait toujours. L'attraction magnétique qui l'avait attiré vers lui dans cette planque de Chicago était plus forte que jamais, amplifiée par le sang partagé qui était assis entre eux, mangeant une assiette de spaghettis. La 4e nuit, après que Léo eut été mis au lit, Sylvia trouva Dominique sur la vaste terrasse arrière. Il était appuyé contre la balustrade en pierre, fumant un cigare et regardant les vagues sombres de l'Atlantique s'écraser sur la plage privée. Le vent fouettait ses cheveux sombres autour de son visage. Sylvia sortit dans l'air froid, enroulant un lourd châle en cachemire autour de ses épaules. Dominique entendit ses pas et éteignit instantanément le cigare, se tournant pour lui faire face. « Hector Gallo a demandé la paix il y a 1 heure, » dit Dominique, l'épuisement évident dans le timbre rauque de sa voix. « Nous avons incendié 3 de ses casinos à Miami et saisi sa flotte maritime. Il a offert une reddition complète. La guerre est finie. » Sylvia laissa échapper un souffle qu'elle avait l'impression de retenir depuis Charleston. « Est-ce vraiment fini? » « Avec les Gallows? Oui. » Dominique se rapprocha, le clair de lune attrapant les angles vifs de son visage. « Avec nous? Je ne sais pas. Dis-moi. » Sylvia leva les yeux vers lui. L'homme qui ordonnait aux villes de brûler se tenait devant elle, complètement à sa merci. « Tu as bouleversé ma vie, Dominique. Tu m'as enlevé. Tu m'as terrifié. »« Je sais, » murmura-t-il en tendant la main pour tracer doucement la ligne de sa mâchoire. « Mais tu m'as aussi sauvé, » admit-elle en se penchant contre son contact, ses yeux se fermant. « Tu m'as sauvé il y a 6 ans et je ne l'ai jamais su. »« Je brûlerai le monde pour te tenir au chaud, Sylvia, » dit férocement Dominique en la tirant contre sa poitrine. « Je t'ai perdu une fois. J'ai passé 2000 nuits à regarder le plafond, me demandant où tu étais. Je ne te laisserai plus jamais partir. Épouse-moi. Laisse-moi te donner, à toi et à Léo, la vie, la protection et le nom que vous méritez tous les deux. » Sylvia ouvrit les yeux, plongeant son regard dans l'obsidienne écrasante du sien. Il n'y avait pas d'échappatoire à Dominique Rousseau, mais alors que ses bras s'enroulaient autour d'elle, solides et inflexibles,
Elle réalisa qu'elle ne voulait plus fuir. Oui, souffla-t-elle. Dominic n'hésita pas. Il écrasa sa bouche sur la sienne, l'embrassant avec une intensité désespérée et affamée qui effaça 6 ans de fantômes, de sang et de promesses brisées. Le mariage ne fut pas une affaire discrète. Dominic Rousseau ne faisait pas les choses discrètement quand il s'agissait de sa famille. 6 mois après l'incident de Charleston, la cathédrale Saint-Patrick à Manhattan fut fermée au public. Le périmètre était sécurisé par une petite armée de contractuels militaires privés de Garda World, se coordonnant parfaitement avec les gardes d'élite du syndicat Rousseau. À l'intérieur, la cathédrale était inondée de roses blanches et de la lumière vacillante de milliers de bougies. Les bancs étaient remplis des personnalités les plus puissantes de la pègre mondiale, de politiciens et de titans de l'industrie. Ils étaient tous venus rendre hommage au roi incontesté et voir la femme qui avait réussi à le dompter. Sylvia se tenait dans le vestibule, vêtue d'une robe sur mesure, d'une élégance à couper le souffle, en soie italienne. Ses cheveux auburn étaient relevés en torsade complexe, un voile de dentelle ancienne tombant en cascade dans son dos. Elle était radieuse, terrifiante et complètement dans son élément. Prête à devenir officiellement la femme la plus effrayante de New York, la taquina Matteo d'une beauté dangereuse dans un smoking sur mesure en lui offrant son bras. Ses yeux, cependant, témoignaient d'une affection sincère. « J'ai toujours été la femme la plus effrayante de New York, Matteo », sourit Sylvia en prenant son bras. Dominic n'était que la façade. Matteo éclata de rire, un son retentissant qui résonna dans le hall de Pierre Caverneux. « Ne le laisse pas t'entendre dire ça. » Alors que les immenses portes en bois s'ouvraient et que l'orgue se mettait à jouer, Sylvia descendit l'allée. Son souffle se coupa en voyant Dominic l'attendre à l'hôtel. Il était une vision d'élégance sombre et mortelle dans un smoking noir sur mesure, mais ses yeux, entièrement concentrés sur elle, contenaient une chaleur qui n'appartenait qu'à elle. À ses côtés, agissant comme le porteur d'alliance le plus sérieux et le plus surqualifié du monde, se tenait Léo. Il portait une version miniature du smoking de son père, les cheveux plaqués en arrière, tenant un coussin de velours avec une poigne qui suggérait qu'il était prêt à défendre les anneaux avec une force létale. Quand Sylvia atteignit l'hôtel, Dominic prit sa main, son pouce effleurant ses articulations dans ce geste familier et rassurant. « Tu es magnifique, murmura-t-il, assez fort pour qu'elle seule l'entende. « Tu te défends bien aussi, patron, chuchota-t-elle en retour. La cérémonie fut un tourbillon de latin ancien et de vœux lourds et émouvants. Lorsque Dominic glissa l'énorme diamant sans défaut à son doigt, scellant l'union, un souffle collectif sembla se libérer de la cathédrale. Le roi avait sa reine et la dynastie était assurée. La réception au Waldorf Astoria fut une démonstration d'excès opulent. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus d'une salle de bal remplie de musique, de champagne et des murmures discrets et respectueux d'hommes dangereux observant le nouvel ordre mondial. Tard dans la soirée, Sylvia s'éclipsa de la piste de danse bondée, cherchant un moment de calme. Elle sortit sur le balcon privé de la suite nuptiale, l'air frais de la nuit étant un soulagement bienvenu. Les lumières tentaculaires de Manhattan s'étendaient devant elle, un empire scintillant qui était maintenant indéniablement le sien à partager. Elle sentit le changement dans l'air avant même qu'il ne la touche. Dominic enroula ses bras autour de sa taille et par derrière, la tirant contre sa poitrine solide. Il posa son menton sur le dessus de sa tête, soupirant profondément. « Tu te caches de nos invités, Madame Rousseau ?» demanda-t-il, sa voix un ronronnement bas et vibrant contre son dos. « Je prends juste une respiration, » dit-elle en posant ses mains sur les siennes. « C'est beaucoup à assimiler. »« Le regrettes-tu » demanda-t-il, un fugace moment de vulnérabilité perçant son extérieur confiant. « D'être revenu dans le chaos ?» Sylvia se tourna dans ses bras, regardant le visage de l'homme qui avait déchiré son monde pour lui en construire un plus fort. Elle leva les mains encadrant son visage. « Non, dit-elle avec une certitude absolue. J'ai passé 6 ans à fuir des ombres, Dominic, mais j'ai réalisé quelque chose. On ne peut pas avoir peur du noir quand on est marié à l'homme qui le contrôle. » Les yeux de Dominic s'assombrirent, un feu féroce et possessif s'allumant en eux. Il se pencha, capturant ses lèvres dans un baiser profond et brutal qui promettait une vie de protection, de passion et de loyauté indéfectible. À l'intérieur de la salle de bal, la musique continuait et le syndicat célébrait, mais dehors sur le balcon,
Surplombant la ville qu'il possédait, le chef de la mafia et sa brillante épouse se tenaient simplement l'un contre l'autre. Les fantômes de leur passé étaient enfin enterrés, leur héritage assuré dans la lignée du garçon qui critiquait actuellement l'intégrité structurelle du gâteau de mariage. Le voyage d'une salle de bain d'entreprise stérile au sommet d'un empire de la pègre fut pavé de tromperies, de sacrifices atroces et d'une dévotion inflexible et violente. Sylvia Hayes s'était forgé une évasion pour sauver son fils, ignorant complètement que le monstre qu'elle fuyait détruisait activement son propre monde juste pour la garder en sécurité. Leur retrouvaille, déclenchée par un audit fortuit et une rafale de balles dans un entrepôt humide de Charleston, brisèrent de 6 ans de silence et les forcèrent à affronter la vérité brutale. Ils étaient inévitables. Dominic Rousseau prouva que si ses méthodes étaient imprégnées de ténèbres, son amour était une forteresse capable de résister à n'importe quel siège. Finalement, Sylvia apprit que la vraie sécurité ne se trouvait pas en se cachant des ombres, mais en se tenant sans crainte aux côtés de l'homme qui les commandait. Liés par le sang, trempés par la guerre et unis par un héritier farouchement intelligent, l'héritage Rousseau n'était plus seulement un syndicat criminel, c'était une famille indestructible.